France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Jean-Pierre Coff, vous avez intitulé vos mémoires Une vie de Coff. Alors d'habitude on dit soit une vie de chien, soit une vie de merde, pour reprendre ce mot que vous nous avez fait utiliser plusieurs fois en ce sommaire. Est-ce que ça veut dire que votre vie, c'est une vie de chien ? Alors, ça ne s'est pas passé comme ça. Je suis incapable de trouver les titres. Mon ami Tellet, Jean Tellet, qui vient d'écrire ce merveilleux bouquin qui s'appelle Héloïse Houille, était chez moi pour passer le week-end et il me demande de lui lire un passage. Et donc, je lui lis un passage et il me dit « T'as un titre ?» Et je lui dis non. Mais lui ne conçoit pas écrire un livre, mettre le premier mot s'il n'a pas le titre. Je pense qu'il y a deux techniques, enfin, pour les romanciers en tout cas. Et moi, je n'avais aucune idée du titre. Je n'avais même pas cherché, pour dire vrai. Je ne savais pas comment j'allais appeler ça, j'en avais aucune idée. Et il me dit, mais c'est une vie de Coff que tu racontes. Je ne sais pas quel extrait vous lui avez lu, Jean-Pierre Coff, mais en tout cas, les débuts sont difficiles. C'est presque vipère au point, votre enfance. Vous écrivez « Je suis né le 24 mars 1938. Ce jour-là, mon père était absent pour cause de service militaire. Il a ensuite été immédiatement mobilisé et il est mort le 5 juin 1940. C'est-à-dire, vous aviez 2 ans. Un peu après mon 2e anniversaire, il ne m'a pris dans ses bras qu'une seule fois à l'occasion d'une permission. Ne nous sommes pas connus et donc pas aimés, 2 étrangers, mais je considère sa mort comme une chance. Il avait imaginé que je lui succéderais dans son salon de coiffure, coiffeur pour homme dans une petite ville de province. Quel avenir! Vous avez su évidemment vous en sortir, mais vous êtes issu quand même d'une famille dans laquelle non seulement votre père est décédé, mais en plus les mères n'aimaient pas leurs fils, que ce soit votre grand-mère paternelle, votre grand-mère maternelle, il me semble, votre propre mère d'ailleurs, avec laquelle c'était quand même difficile. Oui, mais c'est pas que... Je pense pas que c'était un principe familial de ne pas aimer ses enfants, mais ce sont des femmes qui ont toutes été veuves, l'une à la guerre de 14, l'autre à la guerre de 40. Ma grand-mère, je sais qu'elle n'a pas fait sa vie. Ma mère, oui, mais d'une façon tellement absurde, tellement chaotique, tellement... Enfin, oui, avec un homme marié. Avec un homme marié qui était un salopard, qui divorçait et qui ne l'épousait pas, mais qui en épousait une autre. Elle restait. Elle a été amoureuse toute sa vie. Elle m'a fait mener avec ce type une vie d'enfer. C'était pas rigolo, quoi. Je veux dire, parce que ma mère était une amoureuse type Jeannère. Elle était chez elle, elle attendait. Et il disait, je peux pas venir ce soir. Elle était triste. Je viens ce soir, c'était la joie, la bonne humeur, on filait chez le fleuriste, elle achetait, voilà. Et vous, petit garçon, fils unique, vous subissiez tout ça? Moi, on me donnait un billet et j'allais dormir à l'hôtel pour pas les déranger. Je veux dire, c'était très agaçant. Et puis, jamais il m'a dit bonjour normalement, je l'ai jamais embrassé. Il disait à ma mère ma mère plutôt me disait, mais tu sais, il me dit qu'il te considère comme son fils. J'ai jamais eu cette sensation-là. Et un jour, c'était un aristocrate, un nom connu, un oncle archevêque de Paris, enfin une famille extrêmement religieuse. Sa descendance doit sûrement perdurer. Et un jour, il me téléphone, ce qui n'arrivait jamais, pour me dire, est-ce qu'on peut déjeuner? Alors je lui dis oui. Et il me dit, voilà, un numéro de con, ta mère est trop jeune, je ne peux pas l'épouser, moi je suis un homme fidèle, tu parles. Il faut donc que vous-même, vous vous chargiez de lui dire qu'il la quitte. Est-ce que tu ne vas pas te charger de lui dire que c'est fini? Alors là, vraiment, je suis sorti de mes gonds. Je lui ai dit, mais enfin, vous vous rendez compte, vous pourriez avoir un peu de courage quand même, oser dire que c'est terminé. Et puis vous n'allez pas vous en tirer comme ça, parce que c'est trop facile. Vous avez gâché 15 ans de la vie de ma mère, et puis vous allez vous en tirer sans rien du tout. Vous allez commencer d'abord par lui acheter un appartement, parce qu'il avait la prétention qu'elle se contente d'un poste de télévision. Parler d'une affaire. Il vous dit même, je vais lui acheter une télé, ça lui tiendra compagnie. Oui. C'est abject quand même. Ah oui. Et donc, du coup, je lui ai fait
acheté un appartement, ma mère a été logée, et elle a eu... Et puis elle a remis le couvert avec lui ensuite. Ah, mais tout le ça n'a temps, pas tout le cessé temps. Est-ce que vous vous rendez compte qu'au moment de sa mort, il était très malade et il pouvait plus se lever. Enfin, il pouvait se lever mais pas sortir de sa chambre. Elle allait se mettre devant sa maison où il y avait un banc et elle apportait des fleurs. Oh là là. Elle était là, elle regardait. C'est très dur pour le petit garçon. Un amour extraordinaire. Que vous étiez. Et ensuite, il était mourant et je téléphonais tous les vendredis matins à une dame qui était une infirmière et à qui je demandais de ses nouvelles, que je retransmettais à ma mère. Et le jour où il est mort, vous savez, finalement, quand pendant un an, vous téléphonez tous les jours à quelqu'un et que vous finissez par avoir une certaine empathie pour le type qui est en train de claquer, et à la fin quand elle m'annonce la mort de ce monsieur, je lui dis... mais c'est terrible, madame. Qu'est-ce que vous allez devenir? Est-ce que vous allez trouver du travail? C'est pas facile, infirmière, vous retournez à l'hôpital. Enfin, j'étais bienveillant et essayant de... Elle m'a dit, mais je suis sa femme, monsieur. Et pendant un an, tout le monde m'avait menti. C'était une étrangère qui me répondait. Jean-Pierre Coff, cette histoire, évidemment, vous en parlez dans le livre. Il y a aussi la guerre. Vous êtes petit garçon puisque vous êtes né en 38, donc un an à la déclaration de guerre. Et en plus, vous êtes à Lunéville, qui est très vite occupée par les Allemands. En plein exode, vous partez pour Saumur avec votre grand-mère qui devient cuisinière dans une riche famille. Là aussi, vous éprouvez la violence des inégalités. Vous êtes le petit-fils de la cuisinière. Vous n'avez pas le droit de jouer avec les enfants de la famille. Vous n'avez pas le droit de jouer même avec leurs vieux jouets qu'ils jettent. Ensuite, il y a le pensionnat chez les jésuites. Et là, vous êtes témoin dans les dortoirs d'actes de pédophilie, qu'on n'appelait pas encore comme ça à l'époque. Oui, les curés dans les maisons, dans les pensionnats, sont les premiers prosélytes de l'homosexualité. C'est facile, ils ont les proies qui sont là, avec forcément de la part des enfants de certaines docilités, puisque à qui vont-ils se plaindre? À un autre prêtre qui fait la même chose dans la classe suivante. C'est pas donc c'est subi. Et moi, je me suis révolté. Et on n'en a parlé à personne, surtout pas à ma mère, et on m'a filé une fessée. J'ai encore la cicatrice ici, vous voyez, là, ce que j'ai là, cette cicatrice-là, c'était des coups de ceinturon à cul nu. Alors, vous voulez vous protéger, mais c'est la main qui prend. Donc, parce que vous vouliez dénoncer des actes pédophiles, on vous a frappé dans ce collège de jésuites en vous disant... Je ne voulais pas dénoncer des actes en tout cas, pédophiles parce que ça ne m'appartenait pas d'aller dire au prêtre la nuit, mon voisin de lit va là. Le lendemain, à la récréation, je lui dis, qu'est-ce que tu vas foutre dans le lit du surveillant? Par curiosité. Et c'est comme ça qu'on s'en est pris à vous. Jean-Pierre Coff, une vie de Coff. Donc ça, ce n'est que le début. On va continuer à en parler puisque vous restez avec nous aujourd'hui dans France Bleu Midi Ensemble. Mais dans un instant, c'est Allô les stars avec Thierry Garcia qui a des appels de stars pour vous, Jean-Pierre. France Bleu.